européenne. Là également, l'Union européenne a joué tout son rôle auprès de nous. Il y a différents États européens se sont ajoutés à la France qui a eu l'initiative de la première intervention qu'elle a stoppé les djihadistes aux portes de Kona. De ce temps donc à aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de l'appui européen aujourd'hui dans la stabilisation du Mali. Très important le rôle que l'Union européenne joue au Mali aujourd'hui. Parce que, vous savez, nous sommes dans un temps de stabilisation et de refondation en même temps. De stabilisation parce que la sécurité reste très précaire. Et vous le savez, dans le nord du Mali, dans l'extrême nord du Mali, notamment dans le nord-est du côté libyen, il y a encore des frémissements qui ne sont pas pour rassurer. Et tout cela requiert donc une grande vigilance. Il y a donc aujourd'hui une armée en reconstruction. Et il le fallait pour que l'État malien ait les moyens de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. C'est que le rôle dévolu aux forces armées nationales dans tout pays. Mais pour faire cela, il faut donc rebâtir une armée moderne, une armée républicaine, une armée imprégnée des valeurs de démocratie et également des valeurs des droits de l'homme. Et c'est dans cela encore que nous trouvons l'Union européenne à nos côtés, via UTM, European Union Training Mission, qui déjà nous a préparé à contribuer à la formation de 24 bataillons déjà, des bataillons désormais opérationnels qui sont réputés de très bonne qualité, et cela pour que la stabilisation du Mali soit faite également avec un effort malien soutenu et efficace. Mais j'ai voulu dire également l'aide financière fabuleuse dont nous avons pu bénéficier via l'Europe. C'était la mobilisation en juin 2013 de près de 3 milliards 200 millions d'euros en appui au Mali. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui est arrivé ce jour à Bruxelles où il prendra part aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire de la 4e conférence au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique dont le thème, je vous le rappelle, est investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Cette conférence constitue un cadre approprié de dialogue politique au plus haut niveau et pour l'adoption de nouvelles initiatives communes dans le cadre du partenariat Union européenne-Afrique. Et comme pour joindre l'acte à la parole, l'Union européenne vient d'investir près de 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement de 2500 hectares de terres irriguées dans la zone office du Niger. Le Premier ministre a donné ce matin le coup d'envoi des travaux, un programme qui vise à accroître les rendements agricoles du Mali et du coup lutter contre l'insécurité alimentaire. Mohamed Diarra. Ce geste, qui n'a duré que quelques secondes, a une valeur incontestable puisqu'il concerne une somme fort impressionnante. Oui, près de 20 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'Union européenne a décidé de débourser pour l'aménagement de 2500 hectares de terres irriguées dans la zone office du Niger. L'ouvrage que vous voyez derrière moi assure la mise en eau aujourd'hui de 2500 hectares, mais il peut assurer la mise en eau de 7500 hectares complémentaires. En plus de la cérémonie d'ouverture de la vanne, le chef de gouvernement a procédé au lancement des projets de reboisement dans la même zone. Cette opération qui concerne la mise en terre de 1000 plants va créer de l'emploi pour 300 jeunes et femmes. Avec ce gigantesque programme, c'est un nouvel espoir pour la population de la 4e région et même pour tout le Mali. Cette 3e intervention de 2500 hectares de l'Union européenne va porter le niveau des aménagements à 110 000 hectares. 110 000 hectares sur un potentiel de 900 000 hectares. Et cela fait 14% du potentiel aménageable. Nous, bénéficiaires de ces parcelles, nous prenons l'engagement d'en faire un bon usage et faire profiter les autres populations pour la commercialisation de nos surplus de production. Avec ces terres, ce sont 2256 familles qui verront leur propriété foncière augmenter. C'est la raison pour laquelle les populations de la commune rurale de Pogo, par la voix du maire, ont réitéré leur remerciement à l'Union européenne. L'Union européenne, en 3 décennies, a aménagé plus de 5000 hectares de périmètres irrigués.
et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce nouveau périmètre demande une gestion méticuleuse. C'est pour cela que nous avons mis en place des assistances techniques auprès de l'Office du Niger pour l'appuyer dans ses missions principales, c'est-à-dire la gestion de l'eau et la maintenance de ses aménagements. Les progrès sont considérables, mais les défis auxquels l'Office du Niger va faire face restent nombreux. La réussite de ce programme permet de créer des entreprises agricoles. Je le répète encore une fois, des entreprises familiales. Et c'est ce à quoi travaille le gouvernement du Mali. De grandes possibilités d'aménagement existent encore et des efforts considérables à déployer afin d'arriver à aménager les 350 000 hectares à l'horizon 2020. Pour le Premier ministre, il s'agit à travers de tels programmes de faire du Mali un pays exportateur de riz et d'autres produits maraîchers. Le problème de l'Office du Niger, comme vous le savez certainement, c'est qu'il y a à peu près 55 000 exploitations pour 110 000 hectares, ce qui signifie qu'une exploitation... Toutes nos excuses pour ces quelques problèmes sonores que nous rencontrons au cours de ce journal. Le Premier ministre qui a aussi parlé des grands chantiers qui seront réalisés à l'Office du Niger dans le cadre du 11e fête. Vous l'entendrez certainement au cours de cette édition. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, accompagné de cadres du département en charge du développement rural, a effectué une visite de travail à Djeddah, au siège de la Banque islamique de développement. La délégation malienne a tenu une série de réunions avec le département de l'agriculture et du développement rural et le département pays de la BID, au cours desquels les deux parties ont revu l'état d'avancement des projets en cours de réalisation et ont discuté et approuvé les nouveaux projets prioritaires dans le secteur du développement rural dont le coût estimatif s'élève à environ 75 millions de dollars. 14 contrats pour une valeur marchande de plus d'1,436 milliard de nos francs. C'est le bilan partiel de la 8e édition de la Bourse nationale aux céréales. Cette édition a en outre enregistré une offre de vente de plus de 66 000 tonnes, toutes céréales confondues. Le compte-rendu de ORTM Ségou de Kandesila. Espace de connexion des zones de production à des zones déficitaires, la 8e édition de la Bourse nationale aux céréales a tenu ses promesses pour avoir permis de nouer des contacts entre vendeurs et acheteurs potentiels d'une part, et d'autre part pour avoir formalisé des contrats de vente. 14 contrats fermes pour une valeur marchande de plus d'1,436 milliard de francs CFA ont été signés. On avait amené plus de 66 000 tonnes de céréales, tout confondu. Et les contrats qui sont en cours, ça va jusqu'à 70 000 tonnes en cours. Je veux dire, une valeur de 12 milliards sur 11 milliards a été comme marché qui doit être conclu. La mise en relation directe entre l'offre et la demande a permis l'accessibilité des produits céréaliers à moindre coût. Par exemple, le kilogramme de riz a été cédé à 265 francs CFA rendu à Bamako et celui du mil sorgho à 185 francs CFA rendu à Gao. On a signé un contrat avec notre fournisseur de Ségou. Un contrat de 50 tonnes de petits mil, 40 tonnes de sorgho et 10 tonnes de maïs. Nous avons 10 centres de gestion post-récolte et commercialisation. Ces centres, aujourd'hui, qui ont près de 4000 tonnes de maïs. L'intérêt de la bourse, c'est de mettre en relation les producteurs et les acheteurs. Et je crois que par rapport à ça, nos attentes sont comblées. Cette initiative de l'APECAM, Amassa Afrique Verte et de leurs partenaires comme Sasakawa Global, le projet Chaîne de valeur céréalier CVC et le projet Village du millénaire a été beaucoup salué par les intervenants de la cérémonie de clôture. Une initiative qui doit être pérennisée pour peu que les consommateurs maliens en ressentent les effets. À Tombouctou, la MINUSMA s'engage à former les agents de sécurité.
Ainsi, la police, la gendarmerie et la garde nationale viennent de bénéficier d'une formation théorique et pratique en gestion technique et professionnelle en intervention. L'objectif de cette formation est de renforcer leur capacité opérationnelle. Le compte-rendu depuis Tombouctou de Adama Djimdi. Ces hommes, 30 éléments, constituent une force mixte, police, gendarmerie et garde nationale. Ils viennent de terminer une formation théorique et pratique de 2 semaines sur la gestion technique et professionnelle en intervention. Initiée par la MINUSMA, en collaboration avec la Direction générale de la police, l'exercice a pour but de renforcer la capacité opérationnelle des forces de maintien d'ordre sur le terrain. Une formation en GTPI est la preuve que les forces de sécurité sont en phase avec les réalités du moment. Plus que renforcer nos capacités, cette formation a renouvelé notre engagement à protéger partout et en toutes circonstances les personnes et leurs biens. 30 fonctionnaires des services de sécurité ont suivi un programme rigoureux en intervention avec des formateurs de la MINUSMA et 2 formateurs de la police nationale. Nous félicitons les impétrants, mais aussi et surtout, nous leur rappelons devant ce prétoire la mission que nous leur avons confiée, être les porte-flambeaux auprès de leurs collègues qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu participer à la session qui vient de s'achever. À l'issue de cette session, ces agents sont désormais aguerris en intervention rapide avec professionnalisme. Ils ont appris à mieux maîtriser les individus suspects, à monter et à démonter les armes. Le gouverneur de région, tout comme le directeur de la police, ont félicité la MINUSMA et encouragé les forces de sécurité. La ville de Kati sera bientôt une zone portuaire. Le directeur des douanes a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre de l'infrastructure. Les travaux de construction coûteront 1,560 milliard de francs CFA. Son capital est reparti entre le groupe Bolloré, le Conseil des chargeurs et transporteurs maliens et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Mariam Sagara. La présence de ce port sec à Kati va permettre un développement socio-économique très important pour la population. La ville de Kati prend ainsi un nouveau souffle. Le chômage consommé à hauteur de souhait et le désordre terminé sur la route numéro 3. La construction du port sec de Kati s'inscrit dans la politique de désenclavement extérieur et intérieur prônée par les plus hautes autorités de ce pays. Ce projet, dans sa phase première, mobilisera un investissement d'1,563 801 480 francs CFA. Et en fonction de l'évolution du trafic et des orientations de l'administration douanière, pourra être remodelé. Nous retiendrons particulièrement les retombées directes et indirectes pour la ville historique de Kati. Un bel espoir pour le maire de la commune qui accueille ce projet très enthousiaste. La ville, selon lui, sera désenclavée et changera de visage. Cette zone portuaire partenariat public-privé renforce la capacité des opérations douanières et donnera une visibilité aux échanges commerciaux internes et externes. Depuis quelques années, la Direction générale des douanes a compris la nécessité de mettre en œuvre un partenariat fécond avec le milieu des affaires et l'a intégré dans sa vision pour la mise en œuvre de la douane du XXIe siècle. En effet, la construction de ce terminal procure un double avantage pour notre pays. Elle permettra de sécuriser les recettes douanières en notant qu'elle offrira aux agents des douanes un cadre propice de travail de contrôle des opérations d'importation et d'exportation. Elle permettra aussi à notre pays de développer ses capacités de stockage de produits et conséquemment de rendre fluide le trafic des marchandises avec le port de Dakar. Les responsables des ports secs au Mali entendent commencer au plus tôt les travaux de construction qui s'élèvent à plus d'1 milliard. Il contribuera à décongestionner les ports maritimes où sont stockées les marchandises maliennes pendant longtemps. Premier conseil d'administration de la Société Énergie du Mali et des MESA après la crise sociopolitique. Le projet de budget d'exploitation prévoit 178 milliards de francs CFA en produits et 179 milliards en charges pour couvrir la période de pointe, et des MESA prolonge la durée du contrat de location de la centrale APR à Dakar jusqu'en juillet prochain. En plus de cela, la société a obtenu une capacité supplémentaire de 15 MW avec la Côte d'Ivoire. Moïse Traoré pour les détails.
Premier conseil d'administration de la Société Énergie du Mali, EDM SA, après la crise socio-politique. Le contexte est également caractérisé par la reprise de 7 centres du Nord. S'agissant maintenant de l'exercice 2014, le projet de budget d'exploitation qui vous est soumis fait ressortir une situation financière équilibrée avec un résultat prévisionnel négatif de 298 millions de francs CFA pour un total de produit de 178 millions et en charge 179 milliards respectivement. Ce résultat tient compte de quelques éléments importants, notamment une subvention de l'État à hauteur de 30 milliards et la mobilisation d'une partie de la subvention à nous accordée par la CEDEAO, soit 15 millions sur un total de subvention de 27 milliards. Le budget d'investissement est évalué à plus de 113 milliards. Aux administrateurs, il est soumis un bilan prévisionnel au 31 décembre 2014 avec un total en actifs et passifs de 257 milliards. Le présent budget a été conçu en tenant compte de certains facteurs. L'extension de la durée du contrat de location de la centrale APR à Dakar jusqu'en juillet 2014 pour couvrir la pointe. L'obtention d'une capacité supplémentaire de 15 MW avec la Côte d'Ivoire, amenant ainsi la puissance totale importée de ce pays à 45 MW. Le capital de la société est détenu à 66% par l'État malien et à 34% par IPS du groupe Agacan. Les nouveaux managers d'EDM SA ont été nommés en décembre dernier. Le directeur général est Doro Berté. 6e session du conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Les recommandations de la session permettront d'accélérer l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous et du millénaire pour le développement. Mamoudou Sidibé. L'ouverture de cette 6e session du conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle est l'occasion pour son directeur général de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de sa structure. En 2011, nous n'avons pu mobiliser que 720 millions. Et nous n'avons formé que 28 000. Aujourd'hui, le centre mobilise plus de 2 milliards de nos francs pour le financement du programme vigoureux. Et forme 3150 animateurs et animatrices, et qui n'était qu'au nombre de 700 en 2011 tout près. Et aujourd'hui, nous produisons 700 000 livrets, dont 450 000 distribués dans les centres. En plus de ces grands pas franchis par le centre, le ministre ambitionne de multiplier les efforts en faveur du sous-secteur du non formel. Il s'agira à partir de la campagne 2015-2016 de porter de 94 500 à 231 050 le nombre de personnes âgées de plus de 15 ans à alphabétiser annuellement. Cette disposition permettra de réajuster, selon le ministre, les quotas à allouer aux différentes académies d'enseignement, de façon à absorber progressivement le retard accumulé par les régions du Nord pendant la crise. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé ce matin une cérémonie de décoration d'officiers maliens et français. Soumaïlou Boubeye Mega s'est ensuite rendu au camp de Kati pour y visiter les centres d'instruction théorique et pratique. Mahamadou Doumbia. Au cours de cette cérémonie spéciale organisée dans l'enceinte du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général Bruno Guilbert a décoré 2 officiers des forces armées et de sécurité du Mali avec la médaille européenne pour la politique de défense et de sécurité commune. Il s'agit du général Yacouba Sidibé, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, et du colonel-major Ibrahima Fane, chef d'état-major de l'armée de terre. Côté forces armées de l'Union européenne, 2 officiers ont reçu la médaille de l'Ordre national du Mali. 9 autres officiers ont été décorés chevaliers de l'Ordre national du Mali. Et 12 autres officiers et sous-officiers ont reçu la médaille étoile d'argent du mérite national avec effigie Lion debout au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis particulièrement heureux et fier du résultat et du travail qui a été effectué ces dernières semaines et ces derniers mois avec l'armée malienne dans ce sens.
Ces séries de décorations d'officiers et sous-officiers de l'Union européenne sont le signe de l'excellence des rapports de collaboration militaire entre le Mali, la France, l'Espagne, la Pologne et l'Italie. Non, je crois que c'est toujours... nous avons 4 bataillons qui ont été formés, 4 GTI qui ont été formés. Et je crois que c'est l'une des missions les plus réussies au niveau de l'Union européenne. La deuxième étape de cette cérémonie a conduit le ministre de la Défense et des anciens combattants au 36e régiment d'artillerie à Kati, là où les soldats suivent des séries de formations théoriques et pratiques pour l'obtention du certificat d'aptitude CAT1 et CAT2 et le brevet d'armes BA1 et BA2, sans oublier le centre d'instruction des transmissions, la polyclinique inaugurée en 2010, la direction centrale des services de santé des armées. Actuellement, nous avons 4000 et quelques éléments dans les formations pour les certificats d'aptitude technique et puis pour les brevets d'armes. Il y a une seconde vague de la même importance qui va prendre le relais après. Et au niveau des certificats interarmes, on a 2300 et quelques qui attendent, qui vont aussi entrer en 2 vagues à partir de juin. Donc c'est de l'ampleur des formations. Autant nous veillons à constituer les capacités opérationnelles, autant nous veillons à reconstituer les forces morales de nos troupes, parce que sans les forces morales, quel que soit le niveau d'équipement, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. En fin de cérémonie, le ministre n'a pas oublié de voir le matériel logistique composé de citernes, de camions et autres véhicules tout-terrain achetés grâce au soutien financier apporté par les populations pour nos forces armées de sécurité durant la période de crise. Pose de la première pierre d'une école de 3 classes pour le village de Sikoro. La réalisation va coûter plus de 23 millions de francs CFA, financée par un député élu à Wélé-Sébougou, Adama Koulibaly. Le village de Sikoro, à quelques kilomètres de Wélé-Sébougou, avait reçu du beau monde ce dimanche. Brahma Traoré, député RPM, va construire une école de 3 classes avec leur équipement. Coût de réalisation, 23 500 000 francs CFA. Nous avons aussi étudié dans les salles de classe construites par l'État, aux frais des contribuables maliens. Quand j'ai eu la chance d'avoir un peu de moyens, par-ci par-là, je dois rendre la monnaie à ce brave peuple et à ce brave paysans qui sont là dans les coins reculés. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale et des personnalités avaient fait le déplacement à Sikoro pour saluer l'acte de patriotisme de M. Traoré, mais aussi demander aux Maliens de se donner la main pour le développement. Et à l'effort qu'il est en train de faire, imaginez-vous, 28 salles de classe, de 2001 à 2013, 28 salles de classe, à près de 177 millions, et encore avec d'autres efforts, il doit être accompagné. Population de Djotoumou, moi je crois que Dieu, Allah le Tout-Puissant, à chaque fois que les peuples connaissent des problèmes, il leur désigne des hommes pour les sauver. C'est comme ça que Allah nous a choisi des hommes pour sauver le Mali. Parce que le Mali avait énormément de problèmes. Conférence de presse du parti Fasoko, c'était pour informer l'opinion nationale de son adhésion à l'opposition, signalé Sophia Kité. Les responsables du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, ont voulu cette conférence de presse pour expliquer aux journalistes leur positionnement sur l'échiquier politique national. On voulait faire un point de presse pour que tout le monde sache que nous sommes dans l'opposition, nous sommes de l'opposition. Raison pour laquelle nous avons fait une déclaration solennelle d'appartenance à l'opposition. Nous disons que nous allons faire une opposition qui va dans le sens du bien-être de la population malienne. On a l'opposition pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Dans cette dynamique, le parti se veut une opposition constructive, une façon pour lui de contribuer au rayonnement sociopolitique et économique du pays. Fin des activités de lancement du réseau des organisations pour une citoyenneté participative. 2 jours durant, ces membres ont échangé sur plusieurs sujets relatifs au rapport citoyen, paix, démocratie et développement local. Le compte rendu de Abdrahman Mega. L'importance de la paix et la cohésion sociale dans le développement d'un pays, la place et le rôle des femmes et des jeunes dans la consolidation de la démocratie et l'état de droit. Ce sont là quelques thèmes débattus par les participants à ces activités de lancement du réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Un réseau à travers lequel les femmes et les jeunes sont appelés à conjuguer leurs efforts
tout en apportant leur contribution à l'essor économique du pays. Une contribution qui, selon la présidente du réseau, passe par la création d'un nouveau type de citoyens au Mali. En parlant des élections que nous venons de définir, nous avons vu ce qui s'est passé. Le citoyen qui ne sait pas comment il doit exercer ce devoir, pourquoi il l'exerce. Donc il faut un travail de fond pour que ce citoyen sache qu'il doit choisir volontairement, librement, sans contrainte. Autre activité non moins importante ayant marqué ces journées de lancement, c'est la foire exposition. Cet espace a en 2 jours permis aux différentes associations de femmes et de jeunes de se faire connaître à travers leurs produits. En plus de cette exposition, des jeux concours sur le Mali et ses institutions ont mis en prise des jeunes scolaires issus des 8 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. D'hier à aujourd'hui, les femmes étaient là dans la foire. La foire, ils n'ont pas importé, ils n'ont pas exporté. Tout ce qu'elles ont produit, c'est avec leurs mains. Donc, nous allons montrer à tout le monde que les femmes peuvent